Bonjour à tous, c'est le billet philo d'Entre nous culture. Un billet cette semaine intitulé Amélie Oudéa Castéra, une erreur n'est pas un mensonge. Alors la circonstance qui motive ce billet, c'est la polémique qu'a suscité la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra. Et c'est une chronique qui s'entretient depuis quelques ministres de l'Éducation nationale, puisque c'est une polémique qui concerne le rapport entre le public et le privé. Les prédécesseurs d'Amélie Oudéa Castéra à l'Éducation nationale étaient Gabriel Attal et Pape Ndiaye. Concernant Pape Ndiaye, il avait mis ses enfants dans une école privée très cotée parisienne, qui est l'école alsacienne. Il était pourtant ministre de l'Éducation nationale, donc du secteur public. Et concernant Gabriel Attal, qui a été un furtif ministre de l'Éducation nationale, il avait passé sa scolarité dans la même école alsacienne, qui donc était et qui est toujours un établissement privé. Quant à Amélie Oudéa Castéra, l'origine de la polémique a été le fait qu'en 2009, elle a scolarisé de façon très brève l'un de ses enfants dans une école publique, une école primaire du 6e arrondissement, l'école Littré, et qu'elle a très vite changé d'école pour opter pour le privé, et en l'occurrence pour une école privée cotée parisienne, à savoir Stanislas. Or, ce qui a déclenché la polémique, c'est pas tant le fait qu'elle ait mis d'ailleurs l'un de ses enfants il y a près de 15 ans dans le privé, c'est la raison qu'elle a invoquée pour expliquer son choix. Et cette raison, ça a été, je cite textuellement, un paquet d'heures d'absentéisme non assuré par l'enseignante titulaire, un paquet d'heures non remplacées. Or, il se trouve que cette déclaration a suscité un tollé. D'abord, une déclaration scandalisée de la directrice de l'école Littré et de l'enseignante en question, de l'enseignante de l'époque, qui a assuré n'avoir pas été absente et qui a assuré que, eût-elle été absente, elle eût été remplacée. Les statistiques du rectorat qui ont été consultées ont montré qu'il n'y avait pas eu d'absentéisme, et encore moins un absentéisme donnant lieu à une vacance de poste et une absence de remplacement. Elle a donc été invitée à l'émission sur France 2 Les 4 vérités pour se justifier, pour tenter d'éteindre l'incendie qu'avait créé ce début de polémique. Elle a déclaré la chose suivante, donc à France 2. Elle a déclaré s'être, je cite, appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et le ressenti de l'expérience d'une maman d'il y a 15 ans. Et donc, elle a reconnu que les statistiques, les données du rectorat lui donnaient tort, dont acte, a-t-elle dit. Donc, elle a plaidé pour le fait d'avoir eu soit une absence de souvenir, soit un faux souvenir, ou un faux souvenir induit, je ne sais pas comment il faut le formuler, un faux souvenir volontaire, ou un jugement en tout cas erroné sur des faits du passé datant d'il y a 15 ans. Et donc, elle a prétendu implicitement ne pas se souvenir de la réelle raison qui a motivé le fait qu'elle ait placé son enfant très vite dans une école privée. Cette ligne de défense qui consiste à dire qu'on n'a pas menti mais qu'on a eu un jugement erroné appuyé sur une idée fausse ou une absence de souvenir ou un faux souvenir n'est pas sans rappeler une ligne de défense d'un ancien ministre du budget de François Hollande, enfin sous la présidence de François Hollande, à savoir Jérôme Cahuzac. Alors Jérôme Cahuzac, ce sont des faits maintenant qui remontent à plus de 10 ans. Je ne sais pas si vous en souvenez, je pense que les personnes qui ont mon âge en tout cas s'en souviennent, les plus jeunes peut-être n'ont pas vraiment suivi l'affaire. Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse, il avait menti devant la représentation nationale, il avait menti devant la Chambre des députés déclarant qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Et quand il s'est avéré qu'il avait un compte en Suisse, avoir un compte en Suisse, ça n'est pas interdit par la loi française, il faut déclarer ce compte, c'est le fameux formulaire 3916. Mais là, en l'occurrence, c'était un compte en Suisse non déclaré. Et puis pour un ministre des Comptes publics, pour un ministre du Budget,
ça le mettait en porte-à-faux avec les exigences de rigueur budgétaire dont il se faisait, si j'ose dire, le héros, héros H-E-R-A-U-T ou L-T. Je ne veux pas commettre de faute de vocabulaire, enfin en tout cas le porte-parole. Alors, pour ne pas entraîner dans son discrédit le gouvernement, à l'époque, le gouvernement avait fait savoir qu'il avait menti à ce même gouvernement, qui était le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et le Premier ministre avait argué du fait que lors d'un Conseil des ministres, à la fin d'un Conseil des ministres qui avait eu lieu le 5 décembre 2012, interrogé à ce sujet, Jérôme Cahuzac avait menti à ses proches collaborateurs et au Premier ministre de l'époque, et qu'il avait menti de nouveau lors d'une réunion qui s'était tenue, ou qui était censée s'être tenue à l'Élysée le 16 janvier 2023. Et donc l'idée c'était de dissocier le gouvernement du discrédit dont était frappé Jérôme Cahuzac. Or Jérôme Cahuzac, invité à s'exprimer devant une commission parlementaire, lors de sa deuxième audition devant cette commission parlementaire en juillet 2013, avait prétendu ne pas se souvenir. Il avait certes un souvenir très vague d'une possible discussion très brève le 5 décembre 2012, mais au sujet de la fameuse réunion qui était censée s'être tenue à l'Élysée le 16 janvier 2013, Jérôme Cahuzac avait prétendu être victime d'une privation de mémoire, d'une perte de souvenir. Et il avait eu cette phrase désormais célèbre devant donc la commission parlementaire, puisqu'il faisait face d'une certaine façon à une défiance de ceux qui l'interrogeaient. Il avait dit la chose suivante: « L'ironie et la menace ne me feront pas me souvenir de ce dont je ne me souviens pas. » Donc voilà quelle était la ligne de défense. Alors je reviens à Amélie Oudéa-Castéra, à son idée de jugement erroné. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre d'un côté faire une erreur et de l'autre côté faire une faute. Entre d'un côté avoir un jugement erroné sur des faits ou un jugement faux et de l'autre côté mentir. Qu'est-ce que mentir? Qu'est-ce que le mensonge? Alors il existe plusieurs types de mensonges. Vous avez le mensonge direct, j'allais dire le mensonge franc. Le mensonge direct, c'est une déclaration qui est mensongère. Vous avez ensuite le mensonge par omission qui fonctionne sur le non-dit, sur le fait d'induire en erreur la personne en usant d'un implicite. Vous ne dites pas la chose la plus importante qui permettrait d'éclairer la personne sur un fait ou une situation. Donc la personne finit par avoir une croyance fausse sur la réalité du fait dont vous témoignez ou sur lequel vous êtes interrogé. Ça, c'est le mensonge par omission. Il y a aussi la fabulation, le fait d'enjoliver la réalité, pas forcément dans le but de tromper, mais dans le but de se promouvoir, de se faire mousser, comme on dit, de ne pas affronter la vérité, l'âpre vérité, comme disait Danton. Ça peut aller jusqu'à la pathologie, jusqu'à la mythomanie. Il y a ensuite des mensonges qui sont particulièrement graves, puisqu'ils constituent des trahisons d'une confiance particulière qu'on a mise en nous. C'est le cas de la traîtrise, de la trahison, de l'infidélité. Alors l'infidélité elle-même, elle est de différents types. On peut être fidèle à la lettre de quelque chose, à la lettre de la loi ou à la lettre d'un serment et être infidèle en esprit. On peut être fidèle de corps en étant infidèle dans sa pensée, son imaginaire, ses désirs et son âme. Donc il y a plusieurs cas de figure. Et puis il y a des mensonges tout à fait ambigus ou particuliers. Il y a par exemple le fait de se mentir à soi-même. Alors je ne sais pas si c'est le cas d'Amélie Oudéa-Castéra, qui peut s'être persuadée d'une chose qui est fausse au sujet du passé. Se mentir à soi-même, c'est tout à fait ambivalent, c'est tout à fait ambigu, puisque on est à la fois la personne qui ment et la dupe de son propre mensonge. Ça renvoie à la mauvaise foi, ça renvoie à ce qu'on appelle l'inavoué. Par exemple, vous avez déjà décidé de quelque chose, mais vous ne vous avouez pas à vous-même que vous avez déjà décidé de faire quelque chose et vous dites autour de vous « mais je n'ai pas encore décidé, c'est encore en délibération, je ne me suis pas encore décidé à ce sujet ». Vous ne vous avouez pas à vous-même une certaine vérité que pourtant vous pourriez vous avouer. Il y a une forme d'aveuglement, de cécité volontaire. Donc le mensonge à soi-même, ce n'est pas forcément le déni. Le déni, il y a une dimension peut-être plus inconsciente. Puis enfin, il y a toutes les formes
de faussetés qui ne sont pas des mensonges à proprement parler, mais qui sont de l'hypocrisie, qui sont un manque d'authenticité. Ça peut être la flatterie, la flagornerie. Ce sont toutes les façons qu'on a d'être faux avec quelqu'un sans lui mentir, mais en n'étant pas sincère, authentique dans son comportement ou dans son attitude. C'est le domaine du mensonger en général. Alors si on voulait définir le mensonge, donner une définition unitaire du mensonge, ce qui est assez difficile vu la multiplicité des cas de figure du mensonge, on peut se référer à un auteur célèbre de l'Antiquité qui a réfléchi à ce sujet, c'est Augustin d'Hippone. Alors Augustin d'Hippone, ses dates c'est 353-430 après Jésus-Christ, donc il vit à la fin de l'Empire romain, et dans un opuscule très célèbre qui s'intitule « Du mensonge », Augustin donne la définition suivante, c'est d'ailleurs dans le chapitre 3 de son opuscule. Mentir, c'est dire le contraire de ce qu'on pense être vrai. C'est dire le contraire de ce qu'on pense être vrai dans l'intention de tromper. Donc il y a deux choses. Dire le contraire de ce qu'on pense être vrai et dans l'intention de tromper. On va voir que les deux choses sont importantes. Donc il y a une différence entre deux cas de figure ou deux types de choses. D'un côté, on a la vérité ou l'erreur. Et de l'autre côté, on a la sincérité ou le mensonge. Du côté de la vérité ou de l'erreur, la vérité, on sait ce que c'est. Enfin, en tout cas, on peut en donner une définition assez simple, qui est une parmi d'autres. C'est que est vrai un jugement, une proposition qui est conforme aux faits, conforme à la réalité. Est faux un jugement, une proposition qui n'est pas en adéquation, en conformité avec les faits ou la réalité. Ça, c'est la vérité ou l'erreur. Le mensonge ou la sincérité, c'est autre chose. Ça met en jeu, non pas quelque chose d'objectif, une conformité ou pas avec la réalité, avec les faits, ça met en jeu l'intention. La sincérité, c'est dire ce qu'on pense être vrai, et le mensonge, c'est dire le contraire de ce qu'on pense être vrai. C'est ce qu'on appelle la duplicité, c'est-à-dire avoir le cœur double, avoir une chose à l'esprit et dire le contraire en parole. Donc le mensonge est du domaine de l'intention. Ce qui aboutit à des distinctions qui sont les suivantes. Tromper, se tromper et vouloir tromper. Ce n'est pas exactement la même chose. Je prends un exemple. Vous baladez dans la rue, quelqu'un vous demande son chemin et vous dit « Est-ce que vous pouvez m'indiquer la bibliothèque? Est-ce que vous pouvez m'indiquer la piscine? Est-ce que vous pouvez m'indiquer tel ou tel restaurant ?» Et vous êtes persuadé du chemin et vous donnez l'indication. Il y a deux routes A et B, vous êtes persuadé que c'est A et vous dites « Eh bien c'est A, c'est dans cette direction que vous allez trouver votre restaurant, etc. » Et puis, 2-3 minutes après, vous y repensez, vous dites « Mince, je me suis trompé, vous étiez sincère, vous étiez de bonne foi. » Comme le dit Amélie Oudéa-Castéra dans sa déclaration, vous étiez sincère, mais vous vous êtes trompé. Et donc, vous avez trompé l'autre. D'accord, vous êtes trompé, vous avez trompé l'autre, vous avez induit en erreur la personne, mais vous n'aviez pas l'intention de tromper. Ce n'est pas un mensonge. A l'inverse, si on reprend le même cas de figure, quelqu'un vous demande son chemin et vous êtes persuadé que le restaurant se trouve dans le chemin ou au bout du chemin A, et vous voulez induire cette personne en erreur et donc vous l'incitez à suivre le chemin B. Or, il se trouve que vous vous trompez. Le restaurant n'est pas au bout du chemin A, il est bien au bout du chemin B. Dans ce cas-là, vous avez voulu tromper la personne, vous lui avez menti, vous avez dit le contraire de ce que vous pensiez être vrai, mais comme vous êtes trompé vous-même, si j'ose dire, sur la situation, eh bien, finalement, vous n'avez pas trompé la personne, vous lui avez donné la bonne indication. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'on peut être sincère et dire quelque chose de faux. Ça, c'est la plaidoirie d'Amélie Oudéa-Castéra. Être sincère, être de bonne foi et avoir dit quelque chose de faux, quelque chose d'erroné. Et on peut mentir en disant la vérité. On peut dire le contraire de ce qu'on pense être vrai et puis se tromper soi-même et finalement ne pas induire la personne en erreur, mais lui dire une vérité, même si notre intention était de la tromper. D'une certaine façon, on n'arrive pas à réaliser l'intention qui est la nôtre. C'est là qu'Augustin a une réflexion très subtile, comme toujours, comme très souvent chez Augustin. Il dit, mais finalement, il y a des cas de figure où on ne sait pas très bien si la personne ment ou ne ment pas. Par exemple, je reprends l'exemple des deux chemins. Quelqu'un vous demande son chemin, c'est la route A, c'est la route B, pour se rendre à une destination précise. Et la personne pense que vous êtes un menteur ou une menteuse. Et vous savez que la personne vous considère comme un menteur ou une menteuse, vous savez que vous n'allez pas être cru. Augustin nous dit la chose suivante, si vous pensez que vous n'allez pas être cru et que
vous avez envie d'orienter la personne dans la bonne direction, de lui faire éviter certains dangers, parce que dans l'exemple d'Augustin, il y a des brigands le long d'un chemin et il y a une voie sûre de l'autre côté. Si vous savez que vous n'allez pas être cru, que vous allez être pris pour un menteur, je dirais a priori, alors vous allez, comment dirais-je, donner comme indication la mauvaise indication. C'est-à-dire que vous allez mentir. Oui, vous allez mentir parce que vous savez que la personne, en considérant que vous êtes un menteur ou une menteuse, va faire le contraire de ce que vous lui indiquez. Et donc va prendre le bon chemin, le chemin qui est sûr et ne pas être attaqué par des brigands. Donc là, vous mentez, mais vous mentez pour ne pas tromper, parce que vous savez que vous n'allez pas être cru, même si vous dites la vérité. Puis il y a le cas de figure inverse, nous dit Augustin, dans son fameux exemple. Vous savez que sur un chemin, il y a des brigands, et l'autre chemin est sûr, et vous savez que vous n'allez pas être cru parce que vous êtes tenu, peut-être à juste titre, pour un menteur, parce que vous avez beaucoup menti peut-être dans votre vie, je ne sais pas, je ne vais pas vous accuser. Et vous dites la vérité, vous dites effectivement ce chemin est sûr, sachant que vous n'allez pas être cru, que la personne va prendre l'autre chemin où se trouvent les brigands. Augustin nous dit, là vous ne mentez pas, vous dites bien une vérité, mais vous la dites pour tromper. Donc où est le mensonge? Dire le contraire de ce qu'on pense être vrai, mais pour ne pas tromper, ou dire ce qu'on sait être la vérité, mais pour tromper. Il y a un cas d'ambiguïté que d'ailleurs Augustin ne résout pas tout à fait. Augustin dit, moi ce que je sais, c'est que quand les deux conditions sont réunies, dire le contraire de ce qu'on pense être vrai, dans l'intention de tromper, alors ces deux conditions étant réunies, on est à coup sûr dans le mensonge. Alors je ne veux pas défendre le mensonge et je ne veux pas défendre Amélie Oudéa Castéra, dont je ne dis pas d'ailleurs qu'elle a menti. Le mensonge, on le critique souvent, mais il y a une élégance du mensonge. Quand vous allez mal ou quand vous n'êtes pas bien et qu'on vous demande comment vous allez, il y a une certaine élégance à ne pas faire peser sur les autres votre mal-être et à leur dire oui, tout va bien, par sentiment de responsabilité, peut-être par esprit de dignité, pour ne pas peut-être aussi chagriner les autres. Le mensonge, c'est aussi une question de survie. Une question de survie dans la nature. Les animaux utilisent des faux semblants, ils utilisent le camouflage, il y a même des animaux qui font semblant de boiter. C'est une question de survie. Peut-être que c'est une question de survie dans certains milieux sociaux. Parfois, on est obligé d'être hypocrite pour survivre d'un point de vue social. Donc le mensonge est parfois une nécessité d'ordre vital ou d'ordre social. Et puis le mensonge, comment dirais-je, il n'a pas toujours pour but de tromper. Je l'ai dit au sujet de la fabulation, quand on cherche à enjoliver les choses, ça n'est pas forcément pour tromper les autres, c'est aussi pour se faire valoir. Ça peut être aussi un aveu de faiblesse d'une certaine façon. Il faut faire une différence, nous dit aussi Augustin, entre le mentant et le menteur. Le mentant, c'est la personne qui ment, qui fait l'acte de mentir. Le menteur ou la menteuse, c'est celui à qui il plaît de mentir. C'est la personne qui prend plaisir au mensonge, qui se complaît dans le mensonge. Ce n'est pas du tout la même attitude. Et puis au sujet de la vérité, il faut bien dire qu'on peut dire la vérité à quelqu'un tout en étant faux avec la personne. Comme le disait Vladimir Yankelevitch dans son traité des vertus, qui apparu en 1949, une somme de petites vérités peut faire un grand mensonge. C'est-à-dire que ce n'est pas des petites vérités partielles que vous dites qui font de vous quelqu'un d'authentique avec les autres. On peut ne jamais mentir à quelqu'un factuellement, dire toujours des choses qui sont vraies, qui sont factuelles, et ne jamais être sincère, entier, intègre, authentique avec quelqu'un. Il ne suffit pas de ne pas mentir avec quelqu'un pour être vrai. Puis enfin, j'en terminerai avec une célèbre réflexion de Nietzsche qui mériterait d'être approfondie, mais Nietzsche dit dans La volonté de puissance cette fameuse phrase « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Peut-être que nous avons besoin de fiction, de narration, de récit, d'idéaliser certaines choses dans l'existence, de sublimer la vie pour renforcer notre goût, notre appétence pour la vie. Alors Amélie Oudéa Castéra est-elle une artiste? Amélie Oudéa Castéra est-elle victime d'une privation de souvenir, d'une amnésie, d'un faux souvenir induit? Nul ne le sait, d'une certaine façon, et en matière de justice, il n'y a de présomption que de l'innocence. Et donc elle bénéficie de cette présomption. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Pour les Rochelais, les Rochelaises, si vous voulez participer au cours, n'hésitez pas à écrire à contact@kailos.fr, KHEILOS.fr,
Et si vous regardez cette pastille sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description et aussi sur le site, sur la page d'accueil pour vous inscrire gratuitement à la newsletter. Merci de votre écoute, bonne journée ou bonne soirée.